Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Dans le cadre de l'élection présidentielle qui arrive, nous nous intéressons au système de parrainage des candidats par les élus, au nombre desquels figurent principalement les maires. En effet, chaque candidat doit recevoir 500 parrainages provenant de minimum 30 départements pour avoir le droit de se présenter officiellement. Dans ce contexte, nous avons décidé d'aller à la rencontre des maires pour découvrir de l'intérieur comment ce système fonctionne. Nous rencontrons aujourd'hui Benoît Apparu, maire de Châlons-en-Champagne depuis 2014. Benoît Apparu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes engagé très tôt en politique. Est-ce que vous pourriez présenter les grandes lignes de votre engagement ? Je me suis effectivement engagé en politique il y a maintenant bien longtemps. Je devais avoir 18 ans et j'ai commencé de façon assez classique, je dirais, par distribuer des tracts sur des marchés le samedi et le dimanche matin à l'occasion de l'élection présidentielle de 1988, celle qui au second tour avait opposé Jacques Chirac à François Mitterrand, qui était à l'époque le président de la République sortant et son Premier ministre. Et donc c'est à cette occasion-là que je me suis engagé en politique comme militant, comme on dit de base. Et puis ensuite, je suis devenu responsable des jeunes, puisqu'à l'époque j'étais jeune, de mon secteur, et puis du département, et puis dans l'équipe nationale, et puis président national des jeunes de mon parti. Et puis parallèlement à mes études, que je menais en même temps que ce militantisme politique, parallèlement à ces études donc, j'ai fait ce militantisme. Et puis, à la sortie de mes études de droit, je suis directement allé travailler dans le milieu politique comme assistant parlementaire de celui qui était à l'époque le député maire de Châlons, enfin le député d'ailleurs, qui n'était pas encore maire, Bruno Borbrock. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui à l'Assemblée nationale avant de venir m'installer ici. Voilà. Alors vous avez donc été député, vous êtes actuellement maire depuis 2014 et dans ce cadre-là vous êtes confronté ou en tout cas vous avez connaissance du système de fonctionnement des parrainages. Quel regard vous portez sur ce fonctionnement ? Est-ce que pour vous les maires sont les bonnes personnes pour être finalement ce premier filtre en vue de la présidentielle ? Alors, vous venez d'utiliser un mot intéressant qui est le mot filtre. La première des questions, c'est est-ce qu'il faut filtrer les candidatures à la présidentielle ? C'est la première question. Tout à fait. Et j'imagine qu'on peut chacun apporter, en fonction de nos points de vue, différentes réponses à ça. Moi, je ferai une réponse purement à la limite technique. Nous ne pourrions pas avoir 10 000 candidats à l'élection présidentielle. Parce que ce serait, techniquement parlant, complètement ingérable. Ce serait ingérable. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourrait pas, dans un bureau de vote, avoir 10 000 bulletins de vote différents. Donc, techniquement, ça ne marche pas. Bon. Ou alors, si même on faisait un vote électronique, choisir entre 10 000 personnes sur un questionnaire informatique ne marcherait pas mieux. Donc, je crois que oui, il faut filtrer les candidats. Alors ensuite, il y a différentes formes de filtres. On peut filtrer par l'argent. Pas sûr que ce soit une bonne idée. On peut filtrer par le diplôme, en disant je veux que les gens qui ont un minimum de diplôme pour qu'ils soient un minimum compétents. Pas forcément très malin non plus. On peut filtrer par les partis politiques. Certains pays disent seuls les partis politiques officiellement installés ont le droit de présenter un candidat. C'est pas très démocratique. Et donc on a trouvé un système qui, sans être parfait, et quelque part, un des moins mauvais systèmes qui est de dire il faut tant de signatures pour qu'une personne puisse se présenter à l'élection présidentielle. Une fois qu'on a dit ça, il faut raffiner les choses. Est-ce que ce sont des candidatures de citoyens ou est-ce que ce sont des candidatures de représentants de citoyens que sont les maires ? Le choix qui a été fait, c'est le choix des maires, qui me paraît un système pas génial, mais comme souvent, c'est l'un des moins pires. Quand vous dites pas génial, ça implique que vous avez d'autres idées de la manière dont ça pourrait fonctionner ? Non, parce que vous avez oublié la deuxième partie de la phrase. J'ai dit pas génial, mais l'un des moins pires.
comme souvent dans les décisions que prennent les pouvoirs publics, quelle que soit la forme de la décision, c'est souvent la moins mauvaise décision qu'on prend. Il n'y a jamais de décision parfaite. Il n'y a jamais de très bonne décision qui ne génère aucune conséquence négative. Il y a toujours des conséquences négatives. Même quand vous installez un banc dans une rue, qui peut paraître un truc trop simple, il peut y avoir plein de conséquences négatives. Donc, le parrainage par les maires est un système qui n'est pas génial, mais qui me paraît l'un des moins mauvais possibles. Parce que, on pourrait dire par exemple, on peut demander la signature de 500 000 personnes. Okay. Malheureusement, on sait comment ça peut marcher. Je m'installe sur un marché, justement, et quelque part, je fais signer une forme de pétition à des dizaines de personnes. Est-ce que ma candidature est valable pour autant? Je ne suis pas sûr. Et donc, cette idée d'avoir un filtre géographique, quand on se présente à l'élection présidentielle, il faut représenter plus de tant de départements et pas juste sa commune. Bah justement, alors c'est plutôt un sujet que j'avais prévu d'évoquer à la fin, mais en 2012, François Hollande avait mis en place une commission dirigée par Lionel Jospin, dont une des propositions était justement de revoir le système de fonctionnement des parrainages avec l'idée que les candidats devaient être parrainés par 150 000 citoyens avec toujours un filtre géographique. Enfin, ça n'empêche pas. Cette idée-là, d'avoir un nombre très important de citoyens pour pouvoir se déclarer, n'est pas un mauvais système. Alors, parce que ce qu'il faut éviter, c'est le parrainage de 500 citoyens. Parce que c'est tellement facile à avoir que n'importe qui pourra y aller. Bon. Et dès lors qu'on considère qu'il faut un filtre important pour qu'on évite quelques uluberlus qui ont juste envie de se faire plaisir en étant candidat présidentiel, il faut un filtre. Bon. Alors, la difficulté du 150 000, c'est que là, la jauge est très haute. Il faut déjà être sacrément organisé pour pouvoir avoir 150 000 parrainages de concitoyens qui ont signé, avec en général, pour signer ce type de document-là, la présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport pour qu'on puisse tracer quelque part leur signature et qu'on n'ait pas des faux listings. Donc, ça demande quand même déjà d'être très structuré et organisé. Et donc, ça limite des candidatures de gens qui sont seuls, qui ne sont pas très nombreux autour d'eux, mais qui représentent quelque chose. Et donc, est-ce que ce système-là est bon? Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas en tant que tel opposé en disant il faut quelques milliers de signatures. Est-ce que c'est 100, 150 ou 10 000? J'en sais rien, mais un nombre relativement important, en trouvant une bonne jauge pour que ça reste quand même suffisamment ouvert, pour que des gens qui ne soient pas très organisés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de monde derrière eux, autrement dit qu'il n'y ait pas que les partis politiques qui puissent le faire, est plutôt intéressant. Donc moi, je n'aurais pas de problème avec ça. Mais le système actuel de 500 maires ne me pose pas plus de problèmes. L'un ou l'autre, et d'ailleurs on pourrait avoir une alternative, 150 000 concitoyens ou 500 maires, un truc comme ça ne me poserait pas de problème majeur. Mais il faut un filtre suffisamment puissant et il faut un filtre qui intègre un critère géographique pour éviter qu'on ait... historiquement, c'était pour éviter les candidatures régionalistes. C'est ça, bien sûr. Ouais. C'est pour éviter les candidatures régionalistes ou se dire aussi que quelqu'un qui est bien connu dans sa ville, peut-être qu'il aura les signatures qui vont bien, mais qu'effectivement, il sera représentatif que lui-même, ce qui n'est pas très pertinent pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, si on rentre un peu plus dans le concret, comment est-ce que ça se passe au niveau local? Comment est-ce qu'un maire décide d'accorder son parrainage à un candidat? Est-ce que c'est une décision personnelle ou est-ce que c'est des choses qui sont discutées, alors peut-être avec l'équipe des adjoints? Alors, le parrainage est une décision individuelle du maire. C'est légal ou c'est l'usage? Non, c'est légal. En fait, dans les pouvoirs du maire, vous avez des pouvoirs qui sont des pouvoirs délégués par le conseil municipal. Le conseil municipal vous délègue le pouvoir, par exemple, de signer le permis de construire. Et donc, c'est au nom du conseil municipal que vous signez un permis de construire. Ce qui veut dire que celui qui vous a donné ce pouvoir-là peut vous le retirer, bien évidemment. Bon.
Et puis vous avez des pouvoirs qui sont propres au maire. Par exemple, l'état civil, quand on déclare une naissance ou un décès, ou quand on marie quelqu'un, c'est un pouvoir propre du maire, qui lui est attribué par la loi, pas par le conseil municipal. C'est en tant que maire qu'il a ce pouvoir-là. Le pouvoir de parrainage est un pouvoir propre au maire. Ce n'est pas un pouvoir délégué par le conseil municipal. Donc en droit pur, en droit, en formalisme juridique, c'est une décision qui ne revient qu'au maire. Ensuite, à lui de savoir comment il souhaite exercer ce pouvoir-là. Est-ce qu'il souhaite en débattre au conseil municipal ? Est-ce qu'il souhaite en débattre avec son équipe municipale ou est-ce qu'il considère que c'est un pouvoir individuel qu'il doit exercer seul ? Chacun peut le faire de façon différente. Et donc, le droit, c'est que c'est un pouvoir solitaire du maire. L'usage peut que ce pouvoir solitaire est le fruit ou pas d'une discussion avec Pierre-Paul ou Jacques. Et alors, est-ce que entre maires, par exemple, vous discutez de la pratique du parrainage ? Ça fait débat ou c'est un exercice très solitaire ? Ça ne fait pas débat. Mais surtout, pour répondre à cette question, il faut quelque part répondre à une autre question. La sociologie des maires est très différente. La typologie des maires et leur origine est très différente. Vous avez des maires très politiques. Parce que dans les grandes villes, c'est d'abord et avant tout une élection politique. Je suis maire RPR, UDF, UMP, LR, PS, PC, ce que vous voulez. Mais j'ai une appartenance politique et c'est quelque part parce que j'ai cette appartenance politique que je suis devenu maire. Bon. Prenez mon cas, même si aujourd'hui je n'appartiens plus à aucune formation politique, mon histoire personnelle et politique, c'est celle du RPR, puis de l'UMP. Par contre, je n'ai pas été au LR. Bon. Mais c'est mon histoire politique. Donc, mécaniquement, je vais soutenir et signer pour le candidat de ma formation politique. C'est une évidence. Vous avez notamment dans les plus petites communes des maires dont on ne sait même pas quelle est l'appartenance politique. Je ne sais pas s'ils sont de droite, de gauche, du centre ou d'où vous voulez. Et ils ne sont pas élus pour ça parce que dans un petit village de 118 habitants, ce n'est pas une question politique l'élection municipale. C'est une question beaucoup plus locale de vie du village. Et donc pour ces maires-là, le choix de parrainer est beaucoup plus complexe, bien évidemment, que pour celui qui a déjà un engagement politique. Moi, je suis de l'UMP, ben je parraine le candidat présenté par mon parti politique. Ça, c'est toujours une évidence ? Oui, toujours. Ça veut dire toujours. Que donc, pour les grandes formations politiques, ce n'est pas un débat, enfin la question des parrainages... La conséquence, c'est qu'effectivement, du coup, pour les grandes formations politiques, c'est facile d'avoir les 500 parrainages, tout simplement parce que des partis politiques comme aujourd'hui le PS ou les LR, ils ont suffisamment d'élus locaux pour que techniquement, ce ne soit pas un problème de récolter les 500 parrainages, parce qu'ils ont des milliers d'élus qui sont adhérents de leur formation politique. Donc ce n'est pas un problème. Par contre, il est évident que pour celui qui n'a pas de formation politique, ou qui a une formation politique petite, faible, ou qui n'est pas suffisamment généraliste, ou qui est contesté, c'est plus complexe, plus compliqué d'avoir les parrainages, parce qu'ils n'ont pas ou peu d'élus dans leur formation politique. Pour la précédente élection présidentielle, vous aviez fait partie, enfin vous étiez un des porte-parole d'Alain Juppé. À quel moment, enfin pour la primaire, à quel moment est-ce que cette question des parrainages est abordée ? Est-ce que vous vous y intéressez une fois que le candidat issu de la primaire est élu, ou est-ce que dès avant il y a... Alors, la primaire, effectivement, pour l'élection présidentielle de 2017, en 2016, les partis politiques de la droite et du centre ont décidé de présélectionner leurs candidats par le voie d'une primaire. Juridiquement parlant, ça ne vaut rien. C'est pas constitutionnel, c'est pas juridique. C'est un engagement moral de différents candidats de dire on va se mettre ensemble pour sélectionner notre candidat. Bon. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de parrainage classique pour ce type
d'élection-là. Par contre, les partis politiques organisateurs ont décidé, en copiant-collant ce qui se passe pour l'élection présidentielle, de dire, bon, mais quand même, il faut des parrainages pour cette élection primaire, pour qu'on n'ait pas 318 candidats qui se présentent à la primaire. Et donc, c'est souvent un nombre de parlementaires, même chose, c'est un peu le même type de solution que ça. Ça, c'est pour le parrainage et l'organisation de la primaire. En général, et ça me paraît sain, ceux qui participent à une primaire, comme candidats, et leurs soutiens principaux, les porte-paroles par exemple, que j'étais pour Alain Juppé, on prend l'engagement, quand on participe à une compétition, d'en accepter le résultat. C'est la moindre des choses. Quand vous participez au championnat du monde de rugby, de tennis ou ce que vous voulez, celui qui gagne, il a gagné. Et celui qui a perdu, il reconnaît qu'il a perdu. Normal. Bon. Et quand on applique ça à une primaire, ceux qui perdent s'engagent à soutenir celui qui a gagné. C'est un code moral indispensable d'ailleurs. On ne pourrait pas dire « j'accepte la compétition », mais comme j'ai perdu, je n'accepte pas le résultat de la compétition. Non, c'est normal, c'est sain, c'est moral que quand on participe à une primaire, on en accepte le résultat. Il se trouve qu'Alain Juppé a paumé, il se trouve que c'est François Fillon qui a gagné, et donc logiquement, tous ceux qui avaient soutenu Alain Juppé auraient dû parrainer François Fillon. J'utilise le mot « aurait » et pas « on ». Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la question du parrainage s'est posée bien après la primaire. Tout simplement parce que l'ouverture des délais pour déposer les parrainages s'est faite bien après la primaire. Bon. Je n'ai pas parrainé François Fillon. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai considéré à un moment, au regard de ce qui s'est passé entre janvier et le moment où il fallait signer, que François Fillon avait trahi quelque part notre confiance. En tout cas, j'ai eu le sentiment qu'il avait trahi la mienne. Et donc, je n'ai pas, pour cette raison-là, parrainé François Fillon, parce que je considérais que, quelque part, je n'étais plus tenu par l'engagement que j'avais pris au moment de la primaire de soutenir le vainqueur. Parce que j'avais pris cet engagement moral, mais je considérais que, moralement, François Fillon nous avait trahis, donc je n'ai pas parrainé François Fillon. Est-ce que, pour les maires, accorder leur parrainage à un candidat, c'est un peu un moyen de se signaler, je dirais? Est-ce qu'il y a un peu ces enjeux de visibilité ou... Alors, pour un maire du Parti socialiste qui signe pour le candidat du Parti socialiste, ça donne aucune visibilité, ça ne génère strictement rien dans la matière. Si par contre vous avez, au nom du pluralisme, un maire PS qui considère qu'une élection présidentielle sans Marine Le Pen serait stupide, ce qu'on peut légitimement penser, ça ne veut pas dire qu'on aime Marine Le Pen, mais que ça veut dire qu'elle représente un tel courant de pensée que sa non-présence poserait un problème démocratique, qu'un maire PS signe pour Marine Le Pen, c'est qu'il a envie de se signaler, c'est qu'il a envie de se distinguer. Il peut le faire pour des bonnes raisons, le pluralisme politique. Moi, PS, je considère qu'une élection présidentielle sans Marine Le Pen n'a aucun sens, donc je la parraine pour qu'elle puisse se présenter. Ou je la parraine pour qu'elle arrête de nous claquer dans tous les médias possibles et imaginables, que c'est un déni de démocratie, nous en faire un cirque pendant 6 mois, alors qu'au bout du bout, elle a toujours ses parrainages. Il peut y avoir ça aussi. Bon. Et puis, vous pouvez avoir celui qui a envie de faire un coup médiatique. Et qui a envie, effectivement, de se distinguer, de se signaler médiatiquement, en faisant quelque chose qui n'est pas attendu. Donc ça peut être le cas. C'est assez rare, quand même, je pense. Dans la revue des maires en ligne, donc, qui s'appelle Maire Info, il y a un article qui signale que des pressions plus ou moins directes peuvent être exercées sur les maires, par exemple du conseil départemental ou régional, voire de l'intercommunalité, pour ne pas parrainer tel ou tel candidat. Et donc la suite de l'article explique que ces pressions peuvent par exemple prendre la forme d'un chantage à la subvention. C'est des choses qui sont
de l'ordre de l'anecdote ou qui existe vraiment? Je pense que c'est du domaine du ultra anecdotique. Il y a 36 000 maires en France. 36 000. C'est peut-être arrivé 10 fois. Même 100 fois, si vous voulez. 100 sur 36 000. Mais ça doit faire 0,00005%. Donc c'est ultra anecdotique. C'est pas bien. Hein, les 100 cas ou les 10 cas sont pas bien. Vous pensez que c'est si anecdotique que ça? Complètement. Okay. Je suis convaincu, je me trompe peut-être, que c'est totalement anecdotique, qu'il y ait des pressions. Totalement anecdotique. Qu'il y ait une petite forme d'autocensure. Ce qui n'est pas la même chose. La pression, c'est moi, président de l'Interco, je dis au maire, t'as pas intérêt à signer pour machin. Ça, c'est une pression. Sinon, tes subs, elles disparaissent. Non, mais les choses peuvent être bien plus subtiles que ça. Les choses peuvent être dites plus subtilement. Je te suggère pas, je te conseille pas, machin, etc. Mais ça, pour moi, ça reste dans l'anecdotique, ça reste dans les 100. Qu'il y ait un peu d'autocensure du maire. Le maire se disant, est-ce que, franchement, parrainer Marine Le Pen, je vais pas me faire taper par l'Interco. Et peut-être plus encore, dans le village de 118 habitants qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que le maire va parrainer quelqu'un, Marine Le Pen, prenons toujours cet exemple-là, ou Jean-Luc Mélenchon, notamment en tout cas des candidats qui sont clivants, comme on dit, est-ce qu'il ne va pas avoir une forme d'autocensure par rapport à ses propres habitants? Même pas par rapport à l'Interco, même pas par rapport aux subventions que vous évoquiez tout à l'heure, juste par rapport à ses habitants, qui croisent tous les jours dans la rue en allant chercher son pain. En l'occurrence non, parce que dans un village de 116 habitants, il n'y aura probablement pas de boulangerie, mais qui va croiser régulièrement. Donc il doit y avoir un peu d'autocensure. Je considère que le côté pression que vous évoquez est très anecdotique, qu'elle soit directe, indirecte, fine ou pas fine. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être qu'un peu plus les doigts d'une main, mais en tout état de cause, pour 36 000 maires, ça doit représenter 0,0000 pouillème de pourcentage. D'accord. Est-ce que pour cette présidentielle, vous avez déjà été sollicité par des candidats pour les parrainages? Alors j'ai reçu, peut-être plus sous forme de boutade, de la part d'un conseiller municipal de Châlons-en-Champagne, membre de l'opposition municipale et étant membre du parti politique France Insoumise, j'ai reçu une proposition pour parrainer Jean-Luc Mélenchon. Bon. Donc elle m'a écrit, monsieur le maire, je tenais à vous demander de parrainer Jean-Luc Mélenchon. Bon. Mais j'étais plus, je pense, sous forme d'une boutade, puisque ça a été l'objet d'une plaisanterie en conseil municipal la semaine dernière. Non d'ailleurs, j'ai une bêtise, pas la semaine dernière, jeudi là, cette semaine. Et le vendredi matin, elle m'a envoyé le parrainage. Mais c'était plus, vous devriez parrainer monsieur Mélenchon, placé sous forme de boutade, et donc je reçois le lendemain matin la demande de parrainage de Jean-Luc Mélenchon, auquel je ne donnerai pas suite, évidemment. Et justement, vous pensez parrainer un candidat pour cette élection? Je n'en sais rien à ce stade. Il se trouve que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'ai plus d'engagement partisan. Je ne suis plus membre d'un parti politique. Non pas parce que je n'aime plus les partis politiques, qui sont indispensables à la démocratie. Aucune démocratie ne peut travailler, fonctionner, vivre sans structuration par des partis politiques. Donc les partis politiques sont absolument indispensables à la vie démocratique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas vraiment dans un parti politique. Il n'y en a pas un qui trouve totalement grâce à mes yeux, dans lequel je me retrouve et dans lequel j'ai envie, quelque part, de travailler ou de militer. Donc je n'ai plus d'appartenance politique. Donc je ne me sens pas quelque part tenu par mon parrainage. Et donc je ne parrainerai pas le candidat de mon parti puisque je n'ai plus de parti. Et donc je me sens assez libre de parrainer si j'ai envie ou pas envie quelqu'un. À ce stade, je n'ai pas encore pris de décision pour une raison très simple. C'est qu'à ce stade, je n'ai pas encore l'offre politique me permettant de savoir qui sera candidat contre qui et de savoir si l'un de ces candidats trouvera ou pas, entre guillemets, grâce à mes yeux, pour que j'accepte de le parrainer. Si c'est le cas, je parrainerai sans aucune difficulté. Si ce n'est pas le cas, je ne parrainerai pas. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur le sujet des parrainages ou est-ce qu'on a fait le tour?
suis pas sûr d'avoir grand-chose à rajouter, si ce n'est peut-être revenir sur le premier point que nous avons évoqué tout à l'heure, sur l'utilité d'un dispositif de filtre. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. C'est confier à une personne, un homme, une femme, l'avenir du pays pendant 5 ans, avec une capacité et des pouvoirs de décision énormes, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan moral, sur le plan financier, sur une multitude de plans. Donc c'est très sérieux, c'est pas une blague. Et quand on a quelque chose de très sérieux, il faut le faire sérieusement. Et donc on ne peut pas avoir, entre guillemets, trop de candidatures de témoignages, trop de candidatures un peu loufoques, trop de candidatures pas très sérieuses. Mais ça veut dire que... Et donc il faut un système de filtre. Vous imaginez qu'il y a un nombre optimal ou limite de candidats qu'il faut avoir pour une présidentielle? Je ne vais pas fixer un chiffre, et d'ailleurs aucun chiffre n'est fixé. La loi ne dit pas 20 candidats maxi. Il dit simplement que si vous aviez, sans aller jusqu'à la blague de tout à l'heure, 10 000 candidats, mais si vous aviez 300 candidats, 150 candidats à l'élection présidentielle, mais ce serait intenable comme élection. En fait, dans les recommandations ou dans les évaluations, enfin, c'est un grand mot que le Conseil constitutionnel fait après chaque élection, le chiffre de 16 candidats est déjà jugé un peu élevé pour une présidentielle. Alors, c'est déjà un peu élevé, ça prouve que c'est quand même relativement ouvert, mais c'est déjà beaucoup pour avoir un débat serein et sérieux, pour pouvoir bien confronter les choses. Or, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que les Français, ceux qui vont voter, puissent faire leur choix entre les 16. Il faut qu'ils puissent donc écouter les 16, comprendre les différences entre les 16. Plus vous avez de candidats, plus cet exercice-là est impossible. Et plus on va voter uniquement parce que celui-là il a une belle gueule, ou parce que celui-là, je ne sais pas pour quelle autre raison d'ailleurs. Voter pour une élection présidentielle, c'est sérieux, parce que c'est très engageant. Et donc il faut pouvoir faire son choix en toute transparence, en toute intelligence, et avec une capacité à comparer différents candidats. Je répète, si vous avez 200 candidats, sur quelle base vous allez choisir? Et donc, sans parler de 10 000 candidats, il faut un filtre. La question, c'est de trouver le bon filtre. Il n'y a jamais de bon filtre. Reprenons l'exemple des parrainages. Si demain, Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à avoir ses 500 parrainages, ce serait dommage. Parce que, j'aime pas ce qu'il pense, mais il pense des choses, comme beaucoup de Français. Il est vraiment représentatif, il représente un courant de pensée politique, idéologique. Il faut qu'il soit présent à l'élection présidentielle. Donc ce filtre des 500 n'est pas toujours un bon filtre. Il peut poser des problèmes. Pour l'instant, je n'en vois pas de moins pire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas de système parfait en matière de parrainage. Mais il faut un filtre. Et c'est peut-être ça que je voulais répéter une fois encore. Il faut un filtre parce que beaucoup de Français se disent pourquoi est-ce que tout simplement on n'autorise pas tout le monde à se présenter? Parce que je me répète, si on avait 400 candidats ou 500 candidats, on serait comme des cons. Très bien. Merci Benoît Apparu. Merci d'avoir suivi cette émission. Le Pluraliste est un média qui vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Merci et à très vite.